l'actualité judiciaire de Ziguinchor nous a amené aujourd'hui à nous adresser à nouveau à vous, conformément aux dispositions de l'article 11, alinéa 3 du Code de procédure pénale, afin de vous entretenir de l'affaire dite de la mort violente d'Idrissa Goudiaby, qui est survenue à la date du 17 juin dernier, avec bien entendu ces derniers développements. Il nous semble qu'il est toujours utile de rappeler que le texte de loi susvisé, notamment l'article 11 alinéa 3 du Code de procédure pénale, dispose, je cite, « Pour prévenir la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, en relation avec sa hiérarchie, rendre public par un point de presse des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des indices et charges retenus contre les personnes mises en cause. Le principe donc du secret de l'enquête et de l'instruction sera donc levé un tant soit peu afin d'éclairer l'opinion au sujet de cette affaire. C'est à la date du 17 juin 2022 que le commissariat central de Ziguinchor a été informé du décès au cours de la manifestation du même jour du sieur Idrissa Goudiaby, paix à son âme. Alors, ce dernier aurait été touché au cou par balle d'après le groupe de personnes qui ont procédé à son évacuation avant qu'il ne décède. Un transport effectué à la morgue du centre hospitalier régional de Ziguinchor a permis aux enquêteurs de constater une blessure béante sur le côté droit du cou. Et à ce niveau, il est utile de préciser qu'en pareille occurrence, notamment en cas de mort violente, les articles 73 et 74 du Code de la famille prévoient l'intervention obligatoire d'un officier de police judiciaire à qui il appartient, après constat, de désigner un médecin, généralement un légiste, afin de déterminer les causes du décès avant d'envisager toute inhumation à la demande de la famille, mais sur autorisation du procureur de la République. Cela avait donc été fait suivant réquisition à personne qualifiée du 18 juin 2022. Et le rapport d'expertise médico-légale établi le 19 juin 2022 avait constaté, je cite, une infiltration hémorragique dans les tissus cellulaires sous-cutanés et les muscles latéraux-cervicaux droits, une plaie pénétrante sous-mandibulaire qui communique avec la cavité buccale. La glande sous-maxillaire est atteinte, les autres viscères du cou sont intacts. Il est retrouvé comme corps étranger intratissulaire des fragments d'os et de dents. Il n'y a pas d'orifice de sortie. Il n'y a pas de lésion traumatique du rachis cervical. Fin de citation. Dans la discussion médico-légale, le même rapport a constaté, je cite, des signes d'un traumatisme cervical et mandibulaire droit avec une plaie pénétrante du cou, avec atteinte musculaire et communication avec la cavité buccale, un fracas de la branche montante et de l'angle de la mandibule droite, un état de choc hémorragique, des signes de congestion pulmonaire, fin de citation. D'après donc le médecin légiste, je le cite toujours, la plaie pénétrante du cou ne correspond pas à une blessure par arme à feu. Elle est large, linéaire et horizontale. Il y a un seul orifice d'entrée et pas d'orifice de sortie. Aucun projectile n'a été retrouvé. Il n'y a pas de débris métalliques pouvant correspondre à une arme de fabrication artisanale avec des balles à plomb. L'arme utilisée est un objet tranchant et contondant. Le coup fatal a été porté par surprise. Aucune lésion de défense n'est retrouvée. Fin de citation. Le premier médecin avait ainsi conclu à une mort par choc hémorragique suite à une plaie pénétrante du cou causée par une arme blanche contondante comme une hache ou un sabre. Fin de citation. Mesdames et messieurs, notre communiqué de presse, publié le 21 juin 2022, s'était contenté de livrer ces résultats
tels qu'ils nous ont été transférés. Et nous avions, en tout état de cause, annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire. Depuis d'ailleurs la survenance de ces faits, et comme il est d'usage dans tous les cas d'homicide. Ces résultats avaient été contestés par la famille du défunt. Et par le biais de leur conseil, nous avions été saisis d'une demande de contre-expertise par lettre du 30 juin 2022. Lors de notre point de presse du même jour, c'est-à-dire du 30 juin 2022, je rappelle qu'à cette date-là, exactement, nous étions dans cette salle en train de faire un point de presse relativement à une autre affaire. Donc, lors de notre point de presse du même jour, c'est-à-dire donc immédiatement après avoir reçu la dite demande, nous avions annoncé qu'une suite favorable allait être donnée à cette demande. Le 4 juillet 2022, le Conseil de la famille nous indiquait aussi bien le nom que le contexte d'un expert légiste. Par lettre du 5 juillet 2022, nous avions marqué notre accord en invitant le commissaire central de Ziguinchor, ici présent, et en charge d'ailleurs de la direction de l'enquête, donc de prendre toutes les mesures utiles pour permettre à ce dernier d'accomplir sa mission dans les meilleures conditions. Donc le 5 juillet 2022, un accord avait été donné, et invitant également le commissaire à prendre les dispositions pour permettre à l'expert désigné d'accomplir sa mission. Le même jour, c'est-à-dire le jour où nous avions donné un accord favorable à cette demande, une autre lettre nous était adressée par le Conseil de la famille à l'effet de nous proposer un expert différent de celui initialement suggéré, au motif que ce serait le choix de la famille. C'est sur ces entrefaites que nous avions alors pris sur nous la responsabilité de saisir le président de l'Ordre national des médecins par une lettre du 7 juillet 2022 en vue de la désignation d'un expert légiste. Ce qui d'ailleurs a été fait dès le lendemain de cette lettre-là, parce que le 8 juillet 2022, l'Ordre national des médecins a réagi en désignant donc deux légistes et en autorisant le légiste choisi par les demandeurs à assister aux opérations d'autopsie. Il nous semble important de rappeler, mesdames et messieurs, que l'enquête de police, elle est du ressort exclusif des officiers de police judiciaire, à qui il incombe de prendre toute mesure d'investigation utile à la manifestation de la vérité, dans le but de constater les infractions à la loi pénale et d'identifier leurs auteurs pour éventuellement procéder à leur arrestation. Le procureur de la République oriente quant à lui l'action des officiers de police judiciaire de son ressort territorial en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, notamment par les articles 12 et suivants du Code de procédure pénale. Le contrôle donc de l'enquête de police ne peut échapper ni aux officiers de police judiciaire, encore moins au procureur de la République, même si par ailleurs nous reconnaissons aux parties un droit de regard sur ce que nous faisons. La contre-expertise maintenant, réalisée le 18 juillet 2022, constatait en son rapport, je cite, une plaie longitudinale à bord contu, à l'emporte-pièce reconstituable, légèrement oblique en haut et en arrière de la région parotido-massétérique, droite, basse, se prolongeant dans la région de la loge parotidienne, de 80 mm de long, profonde, communiquant avec la cavité buccale et se prolongeant en endobuccal, déterminant un trajet échymotique vieilli le long de la joue droite et se terminant au niveau de la commissure labiale droite. Cette plaie se prolonge à sa moitié par une incision de 50 mm verticale, correspondant à l'incision effectuée par les chirurgiens lors de l'admission. La réalisation d'un masque facial montre un orifice d'entrée
endobuccal et un orifice de sortie massétéro-parotidien droit avec des fracas de la mandibule droite et projection postérieure des fragments osseux. Toute constatation compatible avec une plaie par arme à feu à direction antéro-postérieure à orifice d'entrée endobuccal droit et orifice de sortie massétéro-parotidien ipsilatéral. Fin de citation. La contre-expertise a donc établi les conclusions suivantes. Je cite. Les lésions présentées par M. Idrissa Goudiaby sont compatibles avec une mort violente par arme à feu avec orifice d'entrée endobuccal, commissural droite et orifice massétéro-parotidien droit responsable d'un choc hémorragique et du décès. Une plaie par arme à feu de gros calibre utilisée à distance, c'est-à-dire ni à bout portant, ni à bout touchant, ayant été évoquée dans les opérations d'autopsie. Mesdames et messieurs, vous constaterez par vous-même, à travers ces éléments d'expertise et de contre-expertise, ayant consisté dans les deux cas à réaliser une autopsie médico-légale. Parce que le premier médecin a effectivement fait une autopsie médico-légale et c'est exactement ce qui a été refait. Donc, il existe des différences notoires. En effet, si dans l'autopsie initiale, un seul orifice d'entrée ayant eu pour cause l'usage d'une arme blanche ou contondante a été signalé, dans la seconde autopsie, ce qui est considéré comme unique orifice d'entrée a été considéré comme orifice de sortie. L'orifice d'entrée ayant donc été localisé à l'intérieur de la bouche. En outre, dans la première autopsie, la description faite de l'arme utilisée, contondante ou tranchante, n'a pas été suffisamment édifiante. Tout comme dans la seconde où il est fait état d'une arme à feu de gros calibre, sans description de ce calibre pour permettre une véritable expertise balistique. Encore que les lésions signalées à l'intérieur de la bouche du défunt et à l'extérieur de sa boîte crânienne semblent mineures par rapport à l'emploi d'une arme de gros calibre. Et il s'y ajoute que l'enquête qui a suivi son cours a permis l'audition de témoins oculaires au nombre de 5, dont les 4, confirmant la thèse de la mort par balle réelle, n'ont d'une part pas été en mesure de donner des indications sur l'identité du tireur, et d'autre part, ont tous confirmé que le défunt avait été touché au cou. Mesdames et messieurs, il nous semble être une impérieuse nécessité que de rappeler qu'une enquête de police, c'est un tout homogène. Et aucun élément de la procédure, je dis bien aucun élément de la procédure ne doit être négligé dans le seul souci de parvenir à la manifestation de la vérité. Il est en outre important de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 417 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux et rapports médico-légaux constatant les infractions ne valent qu'à titre de simple renseignement. À l'heure actuelle où nous vous parlons, autant nous tenons compte de la thèse de la mort par balle, autant nous ne pouvons non plus éluder celle de la mort par un autre type d'arme. Et cela se justifie par le fait que dans notre office de représentant du ministère public, notre vocation, notre sacerdoce est de consacrer toute notre énergie à la manifestation de la vérité. Il s'agit quand même d'un cas de mort d'homme qui doit, en tout état de cause, être élucidé, quel que soit le responsable et de quelque bord qu'il soit. L'enquête ouverte suit le plus normalement du monde son cours et des actes d'investigation précis
sont envisagées et seront posées très prochainement. Il s'agit de l'audition des médecins urgentistes et du personnel médical, entre autres, qui ont reçu feu Idrissa Goudiaby, vivant dès son admission à l'hôpital. Je rappelle que ce dernier serait arrivé vivant à l'hôpital. Nous réitérons également notre disposition à faire procéder à l'audition de tout sachant, y compris les experts, si cela s'avère nécessaire. Aussi, une nouvelle et dernière expertise s'impose, car au regard des contradictions entre experts, notamment sur l'orifice d'entrée, la nature de l'arme, entre autres, un arbitrage doit nécessairement être fait afin que tout le monde soit définitivement édifié. Enfin, nous tenons à rassurer l'opinion que pour cette affaire Idrissa Goudiaby, l'ouverture d'une information judiciaire, je veux dire la saisine d'un juge d'instruction dès la clôture de l'enquête, qui ne tardera d'ailleurs pas à être faite, parce que je sais compter quand même sur la diligence du commissaire central et de ses hommes. Donc, la saisine d'un juge d'instruction, elle est évidemment et très sérieusement envisagée, car aucun moyen légal d'investigation pour faire la lumière sur cette affaire ne sera négligé. Tout ce que donc la loi permet de poser en termes d'actes d'investigation pour que jaillisse la vérité sera en tout état de cause fait, et cela, nous tenons à le réitérer. Mesdames et messieurs, l'article 11, alinéa 1er du Code de procédure pénale pose le principe du caractère secret de l'enquête et de l'instruction. L'exercice auquel nous nous adonnons en ce moment est donc une entorse à ce principe issu de la réforme de ce code, notamment le Code de procédure pénale, qui a été faite en 2016 et sous les conditions que nous avons décrites à l'entame de notre propos. Pour rester donc à cheval sur ce principe, c'est-à-dire celui du secret de l'enquête et de l'instruction, le rapport d'autopsie initiale a été délivré en main propre, sans aucune difficulté et sous le sceau de la confidentialité, au Conseil constitué de la famille qui, de par sa qualité d'acteur du service public de la justice, est admis dans ce secret de l'enquête ainsi que de l'instruction. Le second rapport, c'est-à-dire de contre-expertise, le sera exactement dans les mêmes conditions. Et il en est de même d'ailleurs concernant la mort d'Alexis Diatta, dont la dépouille est également au niveau de la morgue de l'hôpital régional de Ziguinchor. Car nous pouvons confirmer ici que nous avons été effectivement saisis par les avocats dans ce sens. Les avocats constitués, de toute façon, sont informés des conditions de délivrance des pièces de procédure et je suis convaincu qu'ils feront le nécessaire pour entrer en possession de ces documents demandés dans les meilleurs délais. Je vous remercie de votre bienveillante et aimable attention.